Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, nous sommes vendredi, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe, en mode Warriors aujourd'hui. Car on va se pencher sur le cas de Golden State dont la situation pose question. Avant même le début de la saison, on se demandait entre nous, sans trop oser le dire tout haut, si la bande de Stephen Curry pouvait louper les playoffs cette saison. Un vrai crime de lèse-majesté après 5 années marquées par autant de finales, un record NBA pour 3 titres. Pourtant, le risque est bien réel pour les Warriors. Après 8 matchs, la franchise californienne n'en a gagné que 2. Dans une conférence Ouest où la concurrence est véritablement féroce, cela ressemble à une noyade. Kevin Durant est parti, Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green sont blessés. L'effectif 4 ou 5 étoiles s'est étiolé alors que la concurrence, elle, s'est réorganisée. D'où ma question simple, directe et peut-être prématurée. Assiste-t-on en direct à l'effondrement d'une dynastie ? Et si oui, quelle trace laissera-t-elle dans l'histoire de la NBA ? Ou à contrario, une saison de transition peut-elle faire le plus grand bien aux Californiens et aux Splash Brothers pour repartir vers les sommets ? Allez, pour débattre autour de l'équipe de la baie de San Francisco, essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Un trio magique cet après-midi, Monsieur Magique. Bonjour Lily. Bonjour à tous et à toutes. Xavier Colombani, salut Xavier. Salut à tous. Et live from New York, Maxime Mallet, toujours fidèle au poste. Hello Max. Salut à tous. Voilà, je crois que vous savez tout, alors on va faire comme d'habitude, on va prendre une grande inspiration. 3, 2, 1, début du Warriors Game. C'est peut-être un peu injuste, tout au moins abrupt, mais autant poser la question d'emblée. Xavier, les Warriors sont-ils finis ? Pour cette saison, oui. Pour les suivantes, non. Oui, je crois que le raccourci que Xavier fait est assez pertinent. On voit très mal comment il pourrait redresser cette saison-là et avoir de grosses aspirations pour la fin de saison, notamment pour les playoffs. Ils sont très mal en point, ils ont des joueurs majeurs, les trois de leur cœur principal, leur cœur de réacteur, qui sont blessés. Curry, Thompson et Draymond Green. Et effectivement, je pense qu'ils sont pas loin, en fait, non pas de céder à la panique, au contraire, de se dire comment on peut faire fructifier une saison où de toute façon, on n'ira pas plus loin vu l'état actuel de notre effectif et vu ce qu'on peut déjà préparer à l'idée d'une saison un peu moyenne. Pour reprendre tout de suite la parole, j'ai répondu en 2 phrases, mais juste dire une chose, c'est que pour moi, c'est logique. Il y a une forme de logique. Je ne sais pas si tu vas poser la question, Guillaume, mais il y a je comptais m'en aller en fait. Il y a une question formidable de logique. C'est-à-dire que si on prend les moyennes de matchs disputés par les 3 joueurs principaux blessés en ce moment, Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green, depuis 5 ans, donc lors des 5 finales, c'est plus de 90 matchs par saison pour chacun. C'est 90 Curry, 98 Thompson, 95 Draymond Green. Il fallait probablement s'attendre à ce qu'il se passe ça. Moi, j'ajouterais que Kevin Durant, même s'il n'est plus là, il est parti, il est aussi blessé. Comme quoi, peut-être qu'ils ont trop tiré sur la corde d'un moment ou à un autre. Max, on aime beaucoup parler plutôt aux États-Unis de dynastie. Avant de poursuivre dans ce podcast sur la dynastie Warriors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'une dynastie dans le sport américain et surtout, est-ce que les Warriors sont une dynastie ? Il y a des grands débats sur les dynasties. Alors, pour être une dynastie, il faut aller régulièrement en finale. Sur une période donnée. On a par exemple les Boston Celtics des années 50-60, les Celtics des années 80, les Lakers des années 80 également, les Chicago Bulls des années 90 bien sûr. Voilà, c'est un petit peu les maîtres étalons au niveau des dynasties. Après, chacun a un petit peu sa propre définition. Par exemple, autour des Spurs, certains disent, bien entendu, c'est une dynastie parce que ça fait 20 ans de présence au plus haut niveau, mais d'autres disent non, pour être une dynastie, il faut avoir gagné au moins 2 titres d'affilée à un moment donné, ce que les Spurs n'ont pas fait, avoir fait un back-to-back. Donc les Golden State Warriors, ils ont fait 5 finales d'affilée, ils en ont gagné 3, dont 2 d'affilée en 2017 et 2018. Donc c'est bien évidemment une dynastie, ça restera une des plus grandes dynasties de l'histoire parce qu'ils ont, en plus de gagner, ils ont accumulé des statistiques absolument dingues. Ils auraient pu être une dynastie encore plus incroyable s'ils n'avaient pas perdu la finale où ils menaient 3-1 en 2016 contre Cleveland. Après, on refait l'histoire un petit peu à l'envers parce que peut-être que s'ils gagnent cette finale-là, Kevin Durant ne seront pas dans la baie et on n'a pas les 2 saisons suivantes où ils survolent la NBA. Donc c'est une dynastie qui va laisser une trace assez importante dans l'histoire. Certains même l'ont estimée comme la plus grande de l'histoire. Elle sera à ce niveau-là dans les débats.
Mais après, ouais, pour reprendre la question début, on verra si elle est morte. Il faudra attendre environ un an et demi, parce que c'est vrai que on le sait pas à l'heure actuelle si ce sera une année de transition catastrophique, mais qui peut avoir des bénéfices à long terme, ou si c'est le début de la fin dans la nouvelle salle toute neuve, où on a changé la salle qui était la plus ancienne et qui maintenant est la plus récente. On est passé de la pauvreté au luxe au niveau de la salle, et pour le jeu, on aura fait le chemin inverse. Justement, le fait qu'ils aient effectivement fait leurs adieux à l'Oracle Arena et qu'ils aient investi leur nouvelle salle, donc si ça se trouve, si je ne m'abuse, une salle de 18 064 places, le Chase Center, on le sait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle salle qui est investie par une franchise, il y a un phénomène de curiosité, de renouveau. Et disons que du moins de ce côté-là, économiquement, en termes de tickets vendus, de revenus, de suites louées, de sponsors qui arrivent, je pense qu'ils n'ont rien à craindre à ce niveau-là. Même s'ils font une saison médiocre, il y aura le phénomène nouvelle salle qui va économiquement, voilà, je veux dire, ils vont pas y perdre, ils seront pas en danger de ce côté-là, en tout cas. Fin de dynastie, Xavier, je te voyais hocher la tête tout à l'heure. On en a parlé un petit peu. Les joueurs stars sont certes blessés, ils ne reviendront pas avant le mois de février, voire même peut-être pas du tout de la saison. En revanche, je vais y arriver, les stars ne sont pas vieillissantes. Curry 31 ans, Thompson 29, Green 29, D'Angelo Russell qui est arrivé, 23 ans. 23. Et surtout, elles sont sous contrat longue durée, Xavier. Oui, si on prend un 5 majeur là, Looney l'intérieur 2021, contrat jusqu'en 2021, Curry 2022, Russell 2023, Draymond Green 2023, player option pour rester jusqu'en 2024, Klay Thompson 2024. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le futur à moyen terme, à moins, mais ça on ne le sait pas aujourd'hui, qu'il y ait une blessure récurrente de l'un, ou que l'un ait du mal à revenir au niveau, mais leur blessure n'implique pas normalement ce type de conséquences. Donc, la question n'est pas de savoir s'ils vont être de nouveau bons, c'est est-ce qu'ils vont de nouveau réussir à avoir cette petite chose en plus, que ce soit la chimie collective ou quelques joueurs supplémentaires. On oublie les départs de Sean Livingston, d'André Iguodala, qui étaient des joueurs importants pour aider ces personnes-là. Est-ce qu'ils vont réussir à recréer ça pour s'opposer à une concurrence qui est aussi beaucoup plus forte maintenant? Les Lakers, les Clippers sont des équipes beaucoup plus fortes que les adversaires qu'avaient les Warriors jusqu'à maintenant. Donc il y a plein de questions qui se posent, mais la question se pose avec la possibilité que ça arrive, que ça revienne jusqu'au titre. Et ça, c'est déjà énorme pour eux. Oui, je suis d'accord sur le fait que la densité de la conférence Ouest ne va pas leur faciliter la tâche. Alors après, on peut aussi voir les choses autrement. On peut aussi se poser la question, mais alors évidemment là, je vais être un peu dans l'extrême. Est-ce qu'ils sont pas finalement plutôt, je veux dire, dans le mood de se dire, on va peut-être tanker gentiment la saison. On va travailler, on va préparer. Est-ce que ça correspond au basket et la philosophie de Steve Kerr? Voilà, justement, pas du tout. Steve Kerr, qui d'ailleurs ce matin a laissé dans une interview à NBC une suggestion à la NBA, puisqu'on parlait justement des matchs. Xavier soulignait le nombre de matchs joués par notamment les 3 joueurs majeurs de Golden State. Et Steve Kerr qui appelle de tous ses voeux une saison à 75 matchs en saison régulière. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'on supprime à peu près, donc même 7 matchs de la saison régulière. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas anodin la charge de fatigue et la pression qui repose sur des joueurs majeurs comme ceux que Xavier a cités, Curry, enfin, bref, toutes les stars des Warriors. Après, voilà, je crois qu'effectivement, c'est pas dans la philosophie ni dans l'ADN de Steve Kerr de laisser filer la saison. Donc, je pense qu'ils vont jouer leur chance. Ils ont quand même effectivement des jeunes joueurs. D'Angelo Russell va être obligé de prendre des responsabilités sans Stephen Curry. Il va avoir beaucoup plus de jeux, il va avoir beaucoup plus de shoot, il va avoir beaucoup plus de choses. Ils ont un très bon rookie qui est un peu surprenant, qui est Eric Paschal, que personne n'attendait à ce niveau-là. Alors voilà, ça fait pas non plus, ça vous fait pas gagner une saison et ça vous qualifie pas pour les playoffs, mais c'est des éléments positifs et constructeurs sur lesquels ils vont pouvoir avancer. Ils sont quand même pas dans le dénuement le plus total. Ça veut dire que cette saison-là, Xavier, doit servir au staff des Warriors pour élargir tout simplement l'assiette, en tout cas élargir l'effectif et trouver, on en parlait hier, un 8e, un 9e ou un 10e homme susceptible d'apporter quand l'équipe sera à nouveau compétitive et au complet. Oui, mais moi je prendrais un angle un tout petit peu différent. Cette saison des Warriors me pose problème.
Pourquoi ? Parce que tout le monde a pensé, quand Curry, Green se sont blessés, Thompson était déjà depuis la dernière finale, que ça faisait penser un peu aux Spurs de l'avant Duncan. Non, les Spurs de l'avant Duncan. Vous savez, quand les Spurs étaient une très bonne équipe de NBA qui allait en play-off chaque année, et puis David Robinson s'est blessé une année. Oui, 96-97, et ça leur a permis d'avoir Tim Duncan à la draft. Et ils ont gagné 30 matchs de moins que la saison d'avant. Ils en ont regagné 30 de plus l'année d'après, puisque Duncan est arrivé, et puis ils sont allés au titre. Et beaucoup de gens ont pensé à ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le problème, c'est que là, pour l'instant, leur 5 est totalement pourri, totalement ridicule. Donc, ils vont rien faire, et tout le monde dit, ils vont tanker, ils vont aller vers la fin de la draft. Ouais, sauf que Draymond Green va bientôt revenir assez rapidement. D'Angelo Russell aussi. Stephen Curry va revenir en gros fin janvier, début février, après une 50aine de matchs. On tanque pas avec une équipe comme celle-là. Je veux dire, c'est quand même des énormes joueurs. Rien que ce trio-là, c'est quand même énorme, avec même Quatuor, c'est quand même monstrueux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ils vont se retrouver à combien ? Ils vont se retrouver à 20-30, mais ils vont quand même essayer d'aller en play-off. Ils vont vivre une saison extrêmement étrange au niveau psychologique, je pense. Oui, ça va être compliqué de se positionner et de dégager un plan de route aux joueurs en disant, bah voilà, faut pas qu'on en perde trop, faut qu'on en gagne, mais bon, on sait qu'on peut pas aller plus loin que voilà. Mais je crois qu'effectivement, ils ont les moyens de faire une saison correcte. D'autant plus qu'on parlait tout à l'heure des Spurs qui effectivement, après la blessure de David Robinson, avait un petit peu, évidemment, avait perdu beaucoup de terrain et avait réussi à la draft d'après à pêcher Tim Duncan avec tout le succès qu'on sait pour les années à venir. Rien ne garantit que dans la prochaine draft en 2020, il y aura un joueur du calibre de Tim Duncan, c'est-à-dire un franchise player. Mais non, mais surtout, ils auront jamais... Je veux dire, si Stephen Curry joue les 30 derniers matchs de la saison avec Draymond Green et D'Angelo Russell, ils n'auront jamais le premier choix de draft, ils ne seront jamais derniers. C'est ça le truc. Donc, ils vont se tanker pourquoi ? Pour finir 8e, 9e en partant du bas et essayer d'avoir un joueur qui est pas mal, mais qui va pas leur changer la vie. Essayer d'aller chercher les playoffs quand même pour dire on est les Warriors. Alors, même si cette saison elle est compliquée, on y va quand même. C'est assez bizarre comme ambiance. Les Warriors qui n'ont plus manqué les playoffs depuis 2013, Max, est-ce qu'on se réjouit aux États-Unis de ces malheurs qui arrivent aux favoris, ou au contraire, il y a une forme de regret en disant c'est dommage, il y avait les Lakers et les Clippers qui montaient en puissance, il y avait Phila qui avait une belle équipe. Enfin bref, est-ce que c'est la joie ou c'est la soupe à la grimace pour nos amis de NBC par exemple ? Bon, c'est un peu les deux. Après, dans les fanbases, les fans des différentes équipes, ils sont plutôt contents. Ils ont été martyrisés pendant 5 ans par cette équipe, donc ils sont bien contents que le boomerang leur revienne en pleine figure et que cette année ils sont en totale souffrance de les voir avec une défense complètement à la ramasse, des difficultés. Même si, voilà, après les gens se réjouissent pas forcément des blessures en elles-mêmes, mais de voir les Warriors en souffrance, ça, les fans des autres équipes sont contents. C'est sûr qu'au niveau des télés et du fan un peu plus lambda, qui n'est pas forcément fan d'une équipe, là par contre c'est un peu plus du regret, parce que c'est quand même des joueurs exceptionnels qu'on verra pas. A priori, on verra pas Klay Thompson de toute la saison. Je pense que c'est un signe de ce vers quoi tendent les Warriors. J'attendrai de voir Steph Curry de retour sur le terrain pour être sûr de combien de matchs il risque de disputer, parce que je les vois bien prolonger un petit peu sa convalescence, dire on veut qu'il soit à 100% quand il revient, comme et justement mettre l'équipe avec... dans cette situation d'être pas forcément, parce que je pense qu'on parle beaucoup de résultats, mais je pense que ce qui leur importe cette saison, c'est le process, pour reprendre l'expression de Philadelphie, mais pas dans le même sens. Là, je pense que ce qu'ils veulent, c'est... Ils ont 9 joueurs qui ont 23 ans et moins, c'est énorme dans un effectif. Donc ce qu'ils veulent, c'est leur apprendre la culture Warriors, leur apprendre la défense dans le système de Steve Kerr, trouver les joueurs qui vont pouvoir apporter des choses dans des rôles très précis, quels seront les joueurs qui pourront sortir du banc à la place de Sean Livingston et André Iguodala, qui ont joué des rôles extrêmement importants et dont les départs sont aussi importants, je pense, que celui de Kevin Durant, par exemple. Donc voilà, ils sont en recherche de jeux de certaines qualités, et ça va être ce processus-là qui va les guider cette saison. Je pense que les résultats seront complètement secondaires. Après, on parlait de finir dernier, ça ne garantit pas de toute façon d'avoir le premier choix de draft. Les New York Knicks en savent quelque chose. Ton pourcentage de chance est plus élevé. Voilà. Après, sauf si tu t'appelles les Knicks, dans ce cas-là, tu n'as aucune chance. Mais ça, c'est... Ils ont été réorganisés pour que des équipes qui finissent 7e ou 8e, avec le 7e ou 8e plus mauvais bilan, aient entre guillemets une vraie chance par rapport
aux années précédentes. Je crois que New Orleans, qui a eu le premier choix, était la 6e plus mauvaise équipe la saison dernière. Donc voilà. Il y a dernièrement eu un article sur ESPN. Tu as parlé du process, le fameux process de Philadelphie. Il y a une phrase de Brian Windhorst, qui est un des principaux journalistes de ESPN, qui utilisait cette phrase et qui dit « Don't call it the process, but the hiatus ». Hiatus, c'est la pause. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, cette année, elle va passer probablement par pertes et profits ou qu'il termine. C'est vraiment ça. Même s'ils vont en play-off, tout le monde s'en fout. Ils seront éliminés probablement au premier ou deuxième tour. Voilà. Et donc, ce sera pour la suite. On parle des joueurs qui... Moi j'avais eu cette idée assez fortement, mais j'en reviens totalement en fait, c'est que tous les joueurs qui sont actuellement en train de prendre du temps de jeu pourraient leur servir l'année prochaine, ou du moins sur les 8, peut-être que 1 ou 2 pourraient réussir à faire le pli jusqu'à l'année prochaine. Sauf que moi j'avais vu beaucoup de matchs des Sixers, qui était une équipe qui m'excitait beaucoup, je dois dire, il y a 2-3 ans, parce qu'il y avait de la grinta, il y avait un truc, même s'ils gagnaient pas beaucoup de matchs, et je pensais que pas mal des joueurs qu'ils étaient en train de faire monter allaient servir dans l'équipe plus forte qui allait être celle d'aujourd'hui. Et en fait, non, ils les ont tous barrés, parce qu'il y a un moment, quand on a des gros stars, il faut des gros joueurs derrière, c'est-à-dire des joueurs soit expérimentés de rôle, qui acceptent des rôles de 6e même derrière. Et je pense que tous les joueurs qui sont là cette année, il n'y en a quasiment aucun qui aura une chance d'avoir sa place l'année prochaine, quels que soient les stades d'Eric Spachal aujourd'hui ou d'autres. Ça veut dire que les Splash Brothers ne sont pas morts, Lily ? On sait que les Warriors, on l'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais je vais le redire, c'est une franchise historique en NBA, c'est pas n'importe laquelle non plus. Il y a les Celtics, Max en parlait, il y a évidemment les Lakers, il y a les Bulls, et puis à hauteur des Bulls, il y a les Warriors qui ont gagné autant de titres. Alors ils en ont gagné 2 à l'époque Philadelphie, dans les années 40 et 50, et puis les autres ont été gagnés sur la côte ouest. Les Warriors, c'est pas une franchise anodine non plus. Ces Splash Brothers, ils incarnent quelque chose. Est-ce qu'ils sont morts, Lily, ou pas ? Est-ce qu'ils peuvent à nouveau dominer la NBA ? Oui, je pense que tout est affaire de reconstruction. On le sait aussi que dans l'histoire des franchises, toutes celles que vous venez de citer ont eu des cycles. Et après, il y a une fin de cycle, et après, il y a une reconstruction, et après, ça repart. Les Lakers ont connu plusieurs dynasties. Voilà, donc il n'y a pas de raison que Golden State en soit privé. Je pense qu'effectivement, quelle que soit la philosophie et l'orientation de la stratégie qui va être la leur cette année, est-ce qu'ils vont garder leurs jeunes bons joueurs ? Est-ce qu'ils vont tous les laisser partir ? Je ne suis pas persuadée qu'ils les laissent tous partir. Après, voilà, on n'est pas non plus dans la peau des dirigeants, on n'est pas Steve Kerr, voilà. Mais non, effectivement, il y a dans cette franchise un ADN d'excellence. Voilà, un ADN d'excellence, d'histoire. On laisse pas filer les choses comme ça. Il y a des gens qui ont l'air aussi bien dans le management du club que dans le coaching staff. Enfin voilà, on connaît tous Steve Kerr et ce qu'il a fait depuis 2014, qu'il a pris cette équipe en tant qu'entraîneur, puisqu'il y était déjà avant en tant que manager. Il y a une volonté de ne rien laisser filer. Il y a une volonté aussi d'être intelligent. Donc, je les vois pas tous aborder. Je les vois pas bassement manœuvrer en disant on va tanker. C'est impossible, effectivement, parce qu'on peut pas se positionner comme ça avec l'effectif qu'on a. Après, même s'ils ne reviennent pas tous les trois, là, les trois monstres, ils peuvent pas tanker la saison. C'est inimaginable quand on s'appelle Golden State. Donc oui, je pense qu'en fait, c'est une phase de reconstruction et c'est quelque chose qui arrive peut-être un peu tôt pour eux. Après, reste quand même le problème... Guillaume parlait de Kevin Durant, qui effectivement est blessé aussi aujourd'hui. Le problème de savoir comment ils gèrent leurs joueurs. Est-ce que, quelque part, ils peuvent progresser à ce niveau-là pour limiter les blessures, limiter les temps de jeu, protéger les joueurs ? Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui fait débat en NBA, le load management, c'est-à-dire gérer la tâche, la pression de la fatigue et le poids des matchs qui pèsent sur les épaules des joueurs. Est-ce qu'on a le droit, comme l'a fait Doc Rivers avec Kawhi Leonard, de garder un joueur sur le banc, même s'il n'est pas blessé, juste pour dire, voilà, on va pas lui faire enchaîner 2 matchs parce qu'on va en avoir besoin pendant 82 matchs plus les playoffs. Voilà, je pense que Golden State n'est pas mort. Moi, j'y crois pas une seconde. Ils vont juste développer autre chose, construire autre chose. C'est un nouveau cycle avec une nouvelle salle. Et il se trouve qu'effectivement, c'est une saison qui va être en dessous des attentes de tous ceux qui les voyaient peut-être refaire une finale. Mais en aucun cas, c'est la fin d'une franchise et surtout pas ni la fin d'une équipe, ni la fin d'une franchise. Surtout qu'il faut bien regarder, ça c'est quelque chose d'important, alors qui n'est peut-être pas très commun, pas très public, mais ce qui se passe dans les bureaux, ce qui se passe à côté, et on n'est pas dans le flou, au contraire, bien au contraire. Ce qui s'est passé cet été à l'intérieur du front office, c'est important, c'est-à-dire que le manager général, Bob Myers, qui est quelqu'un d'extrêmement respecté en NBA, a été prolongé
pour une très longue durée. Il a désormais un nouveau numéro 2 qui n'est autre que le fils du propriétaire. D'ailleurs, qui a un numéro 3 qui n'est autre que l'autre fils du propriétaire. Donc, c'est la famille Lacob. McDonough Jr., qui était un ancien joueur du club, est désormais assistant GM. Ils sont ce qu'on appelle en ordre de marche. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reconstituer quelque chose. Steve Kerr avait été prolongé l'année dernière jusqu'au minimum 2021. Là. Comme on ne connaît pas les termes du contrat, les gens imaginent que c'est 2021. Mais ça peut être plus. Donc, ils ont l'air de savoir exactement où ils vont. Après, pour revenir sur l'histoire du load management, effectivement, il faut peut-être parfois faire un peu moins jouer les joueurs, mais de là à dire qu'ils ont fait des erreurs avant, je n'irai pas jusqu'à là, dans le sens où je pense qu'ils ont essayé de tirer le maximum de ce qu'ils avaient. Voilà, ils étaient quand même au sommet de la NBA. Il y a un moment où on n'allait pas se mettre tout d'un coup à les faire jouer une fois sur deux, à les protéger, à essayer de casser un truc, une dynamique. Ils sont allés à fond là-dedans. C'est vrai qu'ils l'ont payé très fort, mais au prix de 5 finales, ce qui n'avait jamais été fait. Je pense que ça valait le coup quand même. Oui, ça valait le coup, et surtout avec un vrai style, Max, qui a influencé beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'autres équipes aussi. Bah oui, c'est le style impulsé notamment par Stephen Curry. Hein. Je pense qu'on le voit aujourd'hui quand on regarde même des matchs de gamins ou de petites divisions. Maintenant, plus personne n'a peur de tenter des tirs de très loin, voilà, ça a amené quelque chose dans le jeu de complètement différent, hein, ce que souligne souvent Steve Kerr, que son Curry a révolutionné le jeu, parce que le fait de tirer aussi loin, ça a des impacts sur tout le reste du jeu, sur lesquels les Warriors ont su capitaliser. Après, le succès des Warriors est aussi fait de leur défense, hein, même si on n'en parle pas énormément. C'est vraiment le point clé. C'est une équipe qui est capable de défendre bien, beaucoup. On l'oublie un petit peu parce que Curry n'est pas un modèle dans ce domaine-là, mais un joueur comme Klay Thompson ou un Draymond Green sont des défenseurs d'élite dans la ligue. Donc voilà, c'était une équipe qui avait un jeu complet aussi, pas seulement les explosions offensives à laquelle ils étaient ramenés parfois par des commentateurs comme Charles Barkley, hein, qui estimait que une équipe faisant du jump shoot, comme il disait, ne pouvait pas être championne. Il avait un peu oublié que Golden State, il y avait cet aspect-là très spectaculaire, mais qu'il y avait autre chose derrière. Et c'est ce qu'ils veulent continuer à instiller dans l'équipe qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est ce boulot en défense, cette intelligence de jeu. C'est ça aujourd'hui qui est important, qu'il faut imprimer dans les joueurs qu'ils ont, et qui est difficile parce qu'ils sont très jeunes et que c'est pas forcément le style de jeu qu'on retrouve à des niveaux inférieurs ou au niveau universitaire. Donc voilà, c'est un petit peu la tâche qui les attend cette année. Essayer d'apprendre un petit peu le style Warriors à ces jeunes joueurs. Est-ce qu'on peut même pas poser une autre question ? Mais vas-y, toutes les questions sont possibles. C'est-à-dire que, est-ce que cette saison ne leur ferait pas du bien ? Dans le sens où la pression mentale quand même d'être attendu au sommet et d'être toujours au sommet, c'est quand même quelque chose de terrible. L'obligation de gagner, c'est ça ? L'obligation de gagner, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Pour faire un petit peu un raccourci rapide, est-ce que Michael Jordan aurait gagné 6 titres ? T'en connais des raccourcis qui rallongent. Et donc, Michael Jordan aurait-il gagné 6 titres s'il n'y avait pas eu cette pause de 2 ans, due à des raisons notamment extrasportives et la mort de son père, mais qui lui a permis de passer 2 ans ailleurs que sur des terrains de basket. Et quand il est revenu, il avait à nouveau l'énergie suffisante pour porter une équipe sur 3 titres. Et là, en gros, 5 ans, oui, c'était trop dur physiquement, mais c'était aussi probablement très dur mentalement. Là, tout d'un coup, ils vont un peu rien avoir à faire, ils vont être en vacances un peu plus tôt, et l'année prochaine, ils vont revenir morts de faim. Et là-dessus, je pense que c'est au-delà du niveau sportif. Après, ça implique aussi que les joueurs puissent admettre de savoir gérer la défaite. C'est une équipe qui a toujours été dans la culture de la gagne, qui a toujours été en finale ces 5 dernières années, qui a l'habitude de faire les playoffs ou rien, une finale ou rien. Et là, des joueurs qui sont quand même extrêmement compétiteurs dans l'âme, qui vont se retrouver à perdre des matchs un peu minables, à pas être vraiment bien dans le jeu, avec une équipe qui bafouille un peu. Je suis pas sûre que ça leur fasse non plus super plaisir de faire une saison comme ça, quoi. Et je rigolais quand Max disait que effectivement le style des Warriors et notamment Curry avait beaucoup impressionné, impacté et s'était disséminé un petit peu partout sur tous les terrains de basket du monde en faisant la promotion de ce jeu très 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 joyeux, très très loin à 3 points avec beaucoup de tirs extérieurs, parce que Strasbourg possède une espèce de Stephen Curry du pauvre, puisqu'il paraît, on a été vérifier ça dans les stats, que Stephen Curry n'a jamais pris 21 shoots à 3 points dans un match.
Or, lors du match de Basket Champions League, Strasbourg contre une équipe israélienne, je crois que c'était Hollande, l'arrière de Strasbourg, Gabe York, a pris 21 tirs à 3 points. Donc je pense que c'est un méga fan de Stephen Curry, mais il a eu beaucoup moins de réussite. Il en a mis que 6 Voilà. de mémoire. Moi, j'aimerais revenir à ce que disait Lily, parce que je trouve ça intéressant, Mac, justement, sur ce côté. Il déteste la défaite, comme beaucoup de champions, évidemment. Il n'empêche que ça a donné lieu à une notamment altercation, on n'en connaît qu'une en tout cas de façon publique, entre Draymond Green et Kevin Durant. Kevin Durant qui s'est étendu il y a quelques jours qui est revenu plus exactement sur l'une des raisons qui l'ont poussé à quitter Golden State, cette altercation avec Green sur une fin de match mal gérée sur la dernière possession. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des lignes de fracture dans ce vestiaire ? Non, je pense pas. Je pense que s'il y avait une ligne de fêlure, elle était avec Durant, qui s'est exprimé plusieurs fois en disant que oui, il n'était pas là au départ quand cette équipe s'est réellement formée, quand cette aventure s'est lancée. Donc c'est vrai qu'il avait l'impression d'être un peu à part, d'être toujours pas à l'extérieur, mais qu'il avait une place un petit peu particulière par rapport à tous les autres dans le groupe. Donc il est plus là aujourd'hui. On se retrouve avec le noyau dur de joueurs qui étaient là au début. Donc je pense pas qu'il y ait de ligne de fracture entre eux. Je pense que c'est des joueurs très intelligents sur le terrain comme en dehors, qui comprennent les enjeux de cette saison et qui, donc je pense, même si ça leur fera pas plaisir, seront capables de gérer les défaites parce qu'ils savent que le but, c'est pas cette saison de gagner 30, 35 ou 38 matchs. C'est pas ça qui va changer leur vie. C'est de voir à plus long terme, qui est important pour eux, et de relancer la dynastie. Voilà, donc je pense que l'altercation de l'an dernier qu'on connaît entre Green et Kevin Durant, elle est autant le fait de l'usure mentale dont on parlait, d'être tout le temps sous pression, sous le feu des projecteurs. Il y a eu des journalistes, par exemple, le New York Times avait installé pour la première fois un journaliste à San Francisco quand Durant a rejoint la franchise. Donc voilà, il y avait un énorme projecteur braqué sur eux en permanence. Il y avait est-ce que Durant va rester ou pas, plus l'accumulation des matchs, tout le monde qui espérait les voir tomber. Donc voilà, je pense que c'est toute cette usure-là qui a provoqué cette explosion. On sait que Draymond Green aussi est un caractère un peu, même s'il est très intelligent, il y a des moments où son caractère prend un petit peu le dessus, son caractère expansif, on va dire. Donc voilà, je pense que c'était plus tout ça que réellement des lignes de fracture à l'intérieur de la franchise. S'il y en a eu l'an dernier, je pense plus qu'il y en ait cette saison, même si elle sera difficile à vivre. Je pense qu'ils ont la capacité à aller au-delà et à voir plus loin que les victoires et les défaites de la saison 2019-2020. Mais il faut voir si l'épisode Durant est réellement derrière. Alors, c'est-à-dire que, évidemment, Kevin Durant n'est plus là, mais est-ce que ce qu'il a vécu, la façon dont il en a parlé, a pu avoir une influence sur les autres stars de la Ligue ? Parce que il y a un moment où, pour revenir peut-être au sommet face à des énormes équipes comme les Clippers, comme les Lakers, il va falloir peut-être avoir 1 ou 2 joueurs de plus de très bon niveau. Mais est-ce qu'ils auront envie de venir dans cette équipe dont on voit bien quand même que voilà, c'est des mecs qui sont ensemble depuis 5 ans, que quand quelqu'un vient, c'est peut-être pour les aider, mais on peut pas totalement s'intégrer, c'est pas toujours facile, qu'il y a un caractère comme Draymond Green à qui il faut se payer. En gros, ce serait important de savoir si ça a des conséquences. Alors évidemment, les joueurs sont beaucoup plus froids que ça souvent, c'est-à-dire que s'ils voient une opportunité de gagner un titre et ils voient qu'il y a une place qui est disponible, un bon salaire, ils vont peut-être y aller, se débrouiller pour y aller, mais faut voir quand même si les propos de Kevin Durant n'ont pas un petit peu faire baisser de l'attractivité des Warriors, alors qu'à une époque, c'était l'équipe où tout le monde voulait aller. Il suffit de voir DeMarcus Cousins qui s'est l'année dernière pour $3 millions. Ouais, après DeMarcus Cousins, c'est plus que personne d'autre voulait de lui à ce moment-là. J'en connais d'autres, donc plus personne ne veut moi. Ouais. Et qui sont même plus NBA. Et Kevin Durant, même s'il a un ressenti humain qui a mis un petit bémol à tout ce qu'il a vécu, il a quand même disputé 3 finales. Il a gagné 2 MVP des finales. Voilà, il a gagné son premier Très titre. Je pense que les côtés positifs surpassent largement les côtés négatifs. Après, c'est vrai, je pense pas qu'ils recruteront un joueur du calibre de Durant. Ce sera sans doute plus une star au soutien des 3 autres ou juste derrière en termes de niveau, plutôt qu'une des superstars de la ligue qu'ils vont viser. D'ailleurs, petit point technique, ils ont encore la marge sous ce qu'on appelle le salary cap. Ils ont par exemple $17 millions qui vient de l'ancien contrat de André Iguodala. Et ça, c'est très 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 important. C'est les genres de choses techniques, mais qui font la différence en fin de saison.
Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier parce que vous avez répondu à mes questions de départ, qui étaient les Warriors sont-ils morts, quand je vois la passion, la ferveur avec laquelle vous avez fait ce podcast et voulu répondre à la question. Je me dis qu'ils sont... Ce podcast. On se moque de moi. Podcast, ce podcast. Non, je vais pas y arriver. Ce podcast. C'est mieux là, ça te va mieux. Ça va. Je me dis que les Warriors ne sont pas morts, la dynastie je sais pas, ça on verra ça vraisemblablement la saison prochaine et dans les suivantes, mais en tout cas merci beaucoup, merci Max. Merci à vous. Et à la semaine Merci prochaine. Max. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Bientôt.